laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bonsoir à tous, 19h29 sur Sud Radio. Chaque mercredi soir, c'est devenir plus utile. C'est la mission qu'on s'est donnée avec vous, mon cher DJF Audebert. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. En ce début d'année, on prend une bouffée d'oxygène tant que c'est encore possible avec nos amis les arbres. Et oui, une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Alors, je vous rappelle la définition de l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence, mon cher DJF. Bonne année d'ailleurs, on se le souhaite une deuxième fois. Quel est le thème du jour ? Alors, bonne année, c'est le thème du jour. Le pouvoir des arbres peut-il nous rendre plus utiles ? Aux arbres citoyens, disait Yannick Noah. Il serait temps qu'on se mobilise, que nos auditeurs, les citoyens, plantent, replantent. On les délaisse, on les coupe, on les tronçonne, on les taille, on les ampute, jusqu'à faire disparaître l'essence même et jusqu'à 13 millions d'hectares par an, alors qu'ils sont une partie de notre solution de survie. Alors, DJF Audebert, quelles sont ce soir les questions que l'on doit se poser ? Comment peut-on raisonner ceux qui les coupent chaque jour, les implorer d'arrêter les haches, les tronçonneuses, avec le profit comme seule motivation ? Peut-on en replanter plus et de quelle façon pour compenser les dégâts ? Je parle pas des gens qui les coupent, mais je parle des arbres. Sont-ils un modèle de société duquel nous devrions nous inspirer avant d'expirer ? Peut-on légiférer ou augmenter les peines pour ceux qui les maltraitent ou les coupent impunément pour le trafic ou pour d'autres raisons ? Il y en a beaucoup trop. Et que faudrait-il comme initiative privée ou publique pour améliorer les choses au niveau mondial ? Alors, à cela des réponses, nous allons les explorer avec nos invités que l'on vous présente tout de suite. Jacques Rocher, président de la Fondation Yves Rocher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il est venu en vert. Oui, c'est vrai. Je suis un planteur d'arbres, donc c'est normal. Bon, voilà, très bien. Marie-France Barrier, fondatrice et présidente de l'Association des enfants et des arbres. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Francis Martin, directeur de recherche à l'INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et Stéphane Ledendu, fondateur du groupe SLB. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va commencer avec Francis Martin. Les absents ont toujours tort. Ouais. Non, il est là avec nous, je plaisante. Je suis avec vous, là. Les liens qui unissent les arbres en famille, l'entraide qu'ils se procurent, les forts qui soutiennent les faibles, est-ce que c'est vraiment la réalité des choses, Francis ? Est-ce que cette forêt est hiérarchisée, comme ça, est une sorte de ruche familiale ? Bon, alors, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a une vision un peu idyllique de la forêt, où on a ces dernières années présenté la forêt, les arbres comme une grande famille où la coopération et les interactions étaient primordiales. Notamment, en réalité, notamment le fameux livre de Peter Wohlleben qui a fait des millions et des millions de ventes, Le secret des arbres. Oui, qui a eu le mérite d'introduire la forêt, d'introduire les interactions entre les plantes et les champignons de façon tout à fait remarquable. Mais il est allé un peu loin en termes de vérité scientifique. On est un cran en dessous, c'est-à-dire que la forêt, comme beaucoup d'écosystèmes, il y a de la coopération, mais aussi beaucoup de compétition. Un arbre, il cherche avant tout à atteindre le soleil, à atteindre la lumière pour pouvoir croître. Et donc, quand il essaie d'éliminer ses voisins, et c'est un milieu qui est quand même assez darwinien, où les espèces peuvent s'entretuer et lutter pour quelques rayons de soleil. Ah oui, donc c'est pas si friendly qu'on le pense alors en fait. La forêt, c'est pas le monde de bisounours, non. D'accord. Bien entendu, il y a des coopérations. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'alliance entre les arbres et les champignons, comment les champignons, les truffes, les chanterelles, les cèpes coopèrent avec les arbres pour les faire mieux pousser. C'est vrai, c'est une réalité. Mais dans le même temps, il y a d'autres parties de la forêt, d'autres tissus, d'autres organes de l'arbre où il y a un conflit entre les plantes voisines, entre les arbres voisins. Il y a une très forte compétition pour la lumière. Est-ce qu'il y a des arbres de la même espèce qui luttent contre d'autres arbres de la même espèce ? Bien entendu. Oui.
Allez en forêt, regardez sous un chêne, sous un vieux hêtre. Il y a des milliers de germinations de jeunes plantules qui essayent de croître et de pousser. Et souvent, ils verront jamais ils arriveront jamais à l'âge adulte parce que le père qui est au-dessus d'eux les prive de lumière. Donc, sur les milliers de jeunes plants de chênes ou de hêtres qui sont sous un vieux chêne centenaire, aucun ne survivra si le chêne perd, si le parent ne meurt pas. Ah, si par contre cet arbre est abattu, tout de suite vous voyez une explosion de croissance. Les arbres vont croître très rapidement, encore une fois, pour essayer d'accéder à la lumière. Merci Francis. Jacques Rocher, vous avez lancé votre fondation. Vous êtes en train de regarder un livre que vous avez fait, d'ailleurs, qui est magnifique. Vous avez envoyé 9 photographes de par le monde pour photographier les forêts. Et donc, vous avez lancé l'exposition Au nom de l'arbre. Après une rencontre en 2007 avec l'Africaine prix Nobel de la paix, Wangari Maathai, à Nairobi, qui, elle, a créé l'association Plantes for the Planet. Et depuis, vous avez planté des millions d'arbres. Pourquoi cette envie qui vous est venue comme ça? C'est simplement une envie d'être utile d'abord, et puis notre fondation, elle est là pour être utile et agir pour l'environnement, pour la nature. C'est vrai que cette rencontre a été assez déterminante parce que c'était une femme exceptionnelle qui avait reçu le prix Nobel de la paix puisqu'elle avait planté 40 millions d'arbres. Et à l'époque, moi, quand j'avais signé cette convention avec les Nations Unies, on s'était engagé à planter 1 million d'arbres. Et elle m'a dit, vous ferez beaucoup mieux. Bon, voilà. Et donc, c'est vrai que quand vous commencez à planter des arbres, et surtout quand vous rencontrez des gens à travers le monde qui agissent sur le terrain, eh bien, vous passez d'1 million à 10, à 15, et aujourd'hui, on est à plus de 118 millions d'arbres. La quantité, c'est pas ça l'objectif. C'est aussi d'être utile pour les populations. Quand on plante en Éthiopie, quand on plante en France, il y a une utilité, bien évidemment, pour la nature, mais aussi pour les populations. Donc c'est ce pourquoi on va continuer, et c'est pour ça que je signe toujours Jacques le planteur d'arbres, parce que je pense que c'est aussi un beau message, un message de plaisir, parce que quand on met les mains dans la terre, avec des personnes, avec des enfants, etc., bien, on a un vrai plaisir d'être connecté avec la nature, avec la terre. Et je pense qu'on a besoin de ça. On est dans un milieu qui est de plus en plus urbanisé, et mettre les mains dans la terre, voir un arbre, le planter et revenir 10 ans après et voir qu'il a grandi, je pense que c'est un beau moment de l'existence. Vous savez, il y a des arbres qui ont plus de 5000 ans, donc on ne fait que passer. Ouais, donc c'est ça l'important, c'est de planter sans relâche. 5000 ans, et il y en a un qui était le plus haut du monde, 136 mètres, qui a été malheureusement coupé. Marie-France Barrier, vous êtes présidente de l'association, fondatrice et présidente de l'association des enfants et des arbres. Justement, vous essayez de transmettre aux enfants cette notion de l'amour de l'arbre et puis de la continuité que seront les futures générations. Oui, de se sentir utile, très clairement. Là, pour nous, donc concrètement, on invite des enfants, des écoliers, du CM1, du CE2 à la 6e, jusqu'à des collégiens, à prêter main forte aux agriculteurs de leur territoire pour les aider à replanter des arbres, des haies bocagères. Donc, ce sont ces arbres qu'on trouve en bord de parcelles. On les aide à replanter pour à la fois répondre à de nombreuses difficultés que connaissent aujourd'hui le monde agricole pour des problèmes d'érosion de sol, de chute de biodiversité, de problèmes de température qui deviennent trop extrêmes. Mais l'idée, c'est aussi d'apprendre aux enfants à être utiles, à se reconnecter non seulement au vivant, à ce qu'on appelle aussi le génie de l'arbre, et au fait que quand on plante un arbre, eh bien, on transforme son paysage, on devient acteur et on plante une solution. Et voilà, nous, on veut faire pousser des citoyens engagés. Comment les enfants réagissent brièvement quand vous les mettez au pied de l'arbre, au pied de ceux qui vont faire pousser? C'est à la fois un mix de grand sérieux parce qu'ils savent qu'ils ont une mission fondamentale. En fait, on fait appel à eux pour une contribution citoyenne et ils mesurent qu'ils vont rendre service à un agriculteur. Et en plus, c'est un geste universel, éminemment joyeux et c'est un moment de rencontre. Donc, c'est beaucoup de joie qui se vit au pied de l'arbre. Et puis en même temps, une mission commune, un groupe aussi, une véritable aventure humaine.
Et voilà, en effet, là, quand on invite une classe à planter des arbres avec un agriculteur, c'est en moyenne 200 arbres qu'on plante par chantier. Donc il y a un avant, un après. Quand les enfants repartent, ils peuvent mesurer ce qu'ils ont fait avec leurs petits bras, leurs petits amis, et ils ont changé le monde en commençant par changer le paysage. Et ça, c'est puissant. Alors Stéphane Le Dentu, vous êtes président de Stéphane Le Dentu Bois, SLB. Vous aussi, vous avez pris vos petits bras. C'est suite aussi à un voyage lointain en Inde que vous avez découvert l'intérêt de gérer les forêts. Voilà. Expliquez-nous un petit peu la mission de SLB. Alors, il faut savoir que moi, je suis issu de fils de forestier, petit-fils de forestier. Donc, moi, je suis d'abord travaillé dans l'exploitation forestière et le négoce de bois. Et évidemment, déjà dans les années 2000, je vendais beaucoup de bois en Inde. Du bois européen, et un jour sur un port important qui s'appelait Mangalore, j'ai vu tous ces tonnes de bois qui venaient aussi bien d'Afrique, d'Amazonie et d'Europe, et j'ai dit là, c'est vraiment un non-sens de couper des bois qui mettent plus de 150 ans à pousser pour en faire ce qu'on appelle des meubles non durables aujourd'hui, ou alors des constructions éphémères. Donc il faut absolument qu'on trouve des produits de substitution, parce qu'il y a un besoin au quotidien, donc on a commencé à imaginer et à travailler sur l'éconologie. Alors qu'est-ce que c'est l'éconologie ? L'éconologie, c'est de pouvoir mettre en avant aussi bien tout ce qui est écosystémique dans des parcelles, et également trouver un moyen de répondre à la demande quotidienne, c'est-à-dire la forêt commerciale, qu'on a mis en place sur des programmes d'afforestation. D'accord, donc l'afforestation, on est d'accord, c'est que c'est un sol qui est nu et sur lequel on commence à planter des arbres pour essayer de le remettre au niveau. Et là, vous avez décidé de faire une sorte de protocole où vous plantez 40% d'arbres natifs de la région et 60% d'eucalyptus. Pourquoi des eucalyptus ? L'eucalyptus, déjà, c'est une croissance rapide. Évidemment, c'est une essence que dans le milieu forestier qui est quand même assez décriée. Mais nous, on a voulu régler le problème en plantant seulement que 1100 pieds à l'hectare. Parce que d'abord, avant de construire une forêt, il faut connaître sa capacité hydrique, la pluviométrie annuelle et également la qualité d'un sol. C'est là qu'on va pouvoir déterminer combien de pieds on va pouvoir mettre à l'hectare pour pouvoir donner une productivité. Mais en même temps, une monoculture, c'est pas sain. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre 40% de forêt endémiques, des essences endémiques d'origine du Brésil, parce que c'est elle qui va venir protéger en même temps nos forêts commerciales, mais aussi à recréer toute la biodiversité et le biotope à travers des corridors. On ne met pas d'un côté la forêt endémique, d'un côté, non, il y a tout un mélange qui est mis en place. Alors vous agissez en France, vous agissez au Brésil, vous agissez en Roumanie. En France, comment ça se passe la situation des forêts en France ? On a un des grands spécialistes de la forêt qui a parlé de la possibilité de faire de planter une forêt primaire, donc une nouvelle forêt primaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition de Francis Allais, donc un des plus grands spécialistes de la forêt au monde? L'important, toutes les initiatives sont bonnes. Maintenant, après, il faut les réaliser. Ce qui est important dans la forêt française aujourd'hui, il y a un facteur qui est très important, c'est qu'on est rentré dans un problème structurel. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de jeunes qui sont là pour planter, on a de moins en moins de jeunes qui sont là pour exploiter, ou pour suivre et pour accompagner la forêt. Donc ça, et quand on n'a pas l'humain, je suis désolé, on peut refaire la situation dans tous les sens, les projets ne sont pas réalisables. Donc, Francis Martin, est-ce qu'on a le droit de planter un arbre dans son jardin ? Est-ce que tout le monde peut planter les arbres chez soi ? A priori, oui, dans la mesure où on respecte les distances réglementaires, bien entendu. Mais je voulais revenir sur les différentes initiatives dont on entend bien entendu parler. Moi, je pense que rapidement avant la pub, Francis, s'il vous plaît. C'est vraiment important de favoriser la plantation d'arbres dans les régions où c'est nécessaire. Mais il faut aussi favoriser la régénération naturelle. Et comment ? En laissant les forêts pousser, comme dit Francis Allais, peut-être pas revenir à la forêt primaire, c'est peut-être un peu... C'est l'extrême, mais il y a beaucoup de régions de France où si on laisse les chênes et les hêtres croître par eux-mêmes, ils vont se régénérer, pousser, donner des forêts très équilibrées, multifonctionnelles, multi-espèces, d'âges différents. Donc c'est pas en opposition avec les plantations, mais il faut imaginer la forêt française comme une mosaïque, une forêt multifonctionnelle. Il y a certaines régions où on aura des plantations, il y a des régions où on peut imaginer une forêt primaire, et d'autres où la forêt se régénère naturellement.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants avec nos invités Jacques Rocher, Marie-France Barrier, Francis Martin et Stéphane Ledentubois. Le pouvoir des arbres peut-il nous rendre plus utiles? C'est notre thème ce soir. Restez avec nous, on revient dans pas longtemps, dans quelques minutes. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Haute-Bert, Philippe Rossi. Puisqu'il faut changer les choses. Aux arbres citoyens, Philippe. Et oui, devenir plus utile sur Sud Radio avec vous, DJF Haute-Bert. Le pouvoir des arbres peut-il nous rendre plus utiles? C'est notre thème ce mercredi soir avec nos invités. Évidemment, on poursuit le dialogue. Jacques Rocher, président de la Fondation Yves Rocher, qui est avec nous. Marie-France Barrier, fondatrice, présidente de l'Association des enfants et des arbres. Francis Martin est également avec nous. C'est le directeur de recherche de l'INRA, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Et Stéphane Ledentu, fondateur du groupe SLB. Stéphane Ledentubois. Voilà, c'est le nom de la société. Exactement. De Stéphane. Une question à tous. Je vous ai demandé de travailler pendant la pause pub. J'espère que vous avez bien travaillé. Est-ce que les arbres pourraient-ils vraiment nous sauver face au réchauffement climatique, et si nous en plantions des millions? Francis Martin, on commence par vous. Oui, je pense qu'il faudra en planter des milliards. Des milliards. On a calculé à peu près qu'il faudrait planter 1000 milliards d'arbres, sachant qu'aujourd'hui, il y en a 3000 milliards sur la planète. Si on arrive à en planter 1000 milliards, en prenant soin de l'endroit où on les plante, évidemment, il ne s'agit pas de perturber ou de sacrifier certains écosystèmes importants, comme la savane, comme les tourbières, etc. Mais si on arrive à planter 1000 milliards d'arbres, on n'arrive pas à piéger une partie importante du CO2 qui est libéré par les activités humaines. Vraiment? Donc c'est pas une légende? Ah non, les arbres, l'activité principale des arbres, en permanence, ou en tout cas la journée, c'est de fixer le gaz carbonique. Ce sont des alchimistes, ces arbres, et ce sont les organismes qui sont capables d'absorber le gaz carbonique et de le transformer en sucre pour fabriquer du bois et puis du combustible pour faire fonctionner leur organisme. Donc, ils ont une capacité assez exceptionnelle de piéger, de séquestrer le gaz carbonique, de l'immobiliser. Oui, puis il joue un rôle important au niveau de l'humidité aussi de l'atmosphère. Alors Jacques Rocher, vous en avez déjà planté 118 millions, si mes calculs sont bons. Vous projetez d'en planter au moins 135 millions d'ici 2025. Il vous reste jusqu'à 1 milliard, il vous reste un peu de chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Quelles sont vos solutions pour endiguer le réchauffement climatique? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens arrêtent de couper pour le trafic, pour toutes sortes de raisons, et replantent? La solution, elle est complexe, mais moi, ce que je sais, c'est que quand on agit, au moins, on se sent utile, et soutenir des ONG comme des enfants et des arbres, ou soutenir des ONG à travers le monde, des gens qui sont sur le terrain, véritablement, où on sait que c'est utile, encore une fois, parce que souvent on fait des effets d'annonce de plantation d'arbres, et je plante 1 milliard, 10 milliards, etc. Moi, je ne suis pas dans la quantité, je suis encore une fois dans la qualité et dans l'utilité que ça a, à la fois vis-à-vis des populations et vis-à-vis des écosystèmes. Et puis, je crois que, encore une fois, je le dis, mais le plaisir de planter. Je pense qu'on a besoin de plaisir dans notre société, on a besoin d'agir. Il y a beaucoup de gens qui agissent sur le terrain, et c'est la raison d'être de votre émission, et c'est tant mieux. Et je pense que c'est très utile, encore une fois, de mettre les mains dans la terre, et puis de se ressourcer, se reconnecter avec le vivant. À partir de ce moment-là, écoutez, moi je suis parti d'1 million, je suis à 118, c'était une utopie, voilà, vive les utopies pour avancer dans la vie. Marie-France Barrier, qu'est-ce que vous dites aux enfants pour les encourager, eux, à planter, même dans leur jardin, si vous allez dans les terres agricoles, etc. Et est-ce que vous leur demandez de répercuter cette information à leurs parents, dans leur jardin aussi, etc. Est-ce que vous favorisez la transmission?
Alors on favorise la transmission, mais on favorise surtout le lien avec l'agriculteur, parce qu'on parle beaucoup de la forêt, de l'arbre dans la forêt, mais en fait il y a un énorme potentiel de l'arbre hors la forêt. L'arbre qui cache la forêt donc. Non, celui qui est à côté en fait, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui est dans le milieu agricole et c'est l'arbre qui doit redevenir, pour moi c'est une vraie solution, qui doit redevenir un partenaire de l'agriculteur pour prendre soin de son premier outil de travail qui est le sol. Donc nous, notre entrée première, et notre solution, c'est de dire il faut accompagner le monde agricole à renouer avec ce partenaire de toujours en fait qui nourrit le sol parce que justement il capte ce carbone pour restituer du CO2 et du carbone au sol qui crée en fait ce qui est le moteur de la vie. Et donc on accompagne ces agriculteurs dans ce revirement et finalement pour accélérer cette démarche, on se dit plutôt que d'attendre seulement que le monde agricole bouge, on va faire un mouvement de société, on va faire que les enfants deviennent des ambassadeurs et des acteurs. Et donc cette connexion pour nous elle est avant tout agriculteurs, enfants. On oublie aussi trop souvent que les arbres agissent sur le climat. On sait très bien que quand il y a un désert, on coupe tous les arbres, ça devient un désert, il n'y a plus de biodiversité, donc il n'y a plus de pluie et c'est la sécheresse. Malheureusement, c'est le cas partout, on l'a constaté. On parlait tout à l'heure hors antenne de ce Brésilien qui est revenu chez lui avec Sébastien Salgado. Sébastien Salgado, voilà, avec une terre complètement dévastée, qui a mis 20 ans à replanter des arbres, qui a vu revenir les pluies, les animaux, la biodiversité. Stéphane Le Dentu, quelle est votre solution à vous pour encourager les gens à planter, pour encourager les sociétés multinationales qu'on connaît bien en France et qui, sous couvert de bois plus ou moins qui viennent de provenance plus ou moins identifiée, contribuent à la déforestation? On va pas dire qui c'est, mais non, mais vous voyez qui je veux dire? Oui, à peu près. Vous pouvez m'aider à venir monter le meuble ou pas? Ce qui est important, c'est nous, on fait un programme écologique, donc on est persuadé que maintenant on le sait, c'est possible. On peut faire de la forêt commerciale et en même temps faire de la forêt de préservation pour tout l'écosystème. Mais au-delà de tout ça, comme je vous l'ai précisé à l'instant, il y a l'humain. Et nous, l'humain, il est aussi bien dans le staff qui nous accompagne, les travailleurs, parce qu'il y a plein de prestataires qui travaillent avec nous, et donc il y a un minimum de digne de vie, mais aussi, en plus, il y a toutes les communautés locales. Et pour parfaire, on essaye la perfection est complexe, comme vous le savez, donc pour parfaire tout ça, on est entouré d'un cabinet qui s'appelle le Kinomé, qui est une association, c'est Nicolas qui nous accompagne métro, pour nous améliorer sans arrêt, de dire voilà, il est venu auditer nos travaux au Brésil, grâce à lui, on va pouvoir les dupliquer demain au Sénégal, on est en contact avec Haider, l'ancien ministre de l'Environnement, pour faire là de l'agroafforestation. Donc on revient toujours à l'humain. Alors il y a un gros problème aussi, je vous pose aussi la question, les Chinois ont fait un moratoire sur leur forêt pendant, ça veut dire qu'ils ont plus le droit aucun Chinois n'a plus le droit de couper un arbre chez lui, par contre ils se gênent pas pour venir piller les forêts des autres. Oui, mais là, c'est politique. Oui, c'est politique, là, mais quand même. Je ne peux pas faire grand-chose. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous. C'est à nous, Européens, pas Français, Européens en tout cas, de défendre une position et pourquoi pas ne pas faire la même chose. C'est-à-dire, écoutez, vous coupez plus de bois, vous avez plus de bois, c'est tout simple. Ok. Francis Martin, si l'Amazonie disparaissait entièrement, est-ce que c'est possible déjà, ça se passe? Et quelles seraient les conséquences? Non, j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là. Il y a quand même une prise de conscience internationale, il y a des pressions politiques très fortes. Si les Brésiliens ont la bonne idée de changer leur président, on aura plus de facilité pour faire que l'Amazonie survive. C'est absolument indispensable. C'est un écosystème extrêmement précieux. C'est la plus grande biodiversité sur la planète. Il faut la conserver à tout prix. Il faut faire des pressions très fortes pour que cette forêt amazonienne, mais également la forêt indonésienne ou la forêt congolaise, qui souffrent beaucoup. Donc ça, c'est des massifs forestiers qui sont extrêmement précieux pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de la planète. Il faut faire des pressions politiques citoyennes les plus fortes pour les conserver. Oui, des pressions politiques, d'accord, mais on voit que malheureusement, ça n'empêche pas Bolsonaro, pour ne pas le nommer, de continuer à encourager la déforestation de par les gens qui jouxtent la forêt amazonienne. Et moi, je l'ai constaté en y allant, par exemple.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire alors à Bolsonaro pour qu'il arrête de couper des arbres? Je pense qu'il vaudrait mieux changer de président. D'accord. Paul Serran. Je crois qu'il est insensible à ce type de suggestions et il n'a rien à faire de la biodiversité. Donc, votre regard sur la France par rapport à la forêt, justement, juste avant qu'on finisse, est-ce que les forêts françaises sont bien gérées? Les forêts publiques sont relativement bien gérées. Il faut bien voir que la superficie forestière en France, elle a doublé depuis le 19e siècle. Donc on n'a jamais eu autant de forêts sur le territoire national, métropolitain. Je ne parle pas de la forêt guyanaise. Donc elle est plutôt bien gérée et on a plus de bois sur pied qu'il y a 150 ans. Bon, enfin une bonne nouvelle. Merci à tous nos invités. Le pouvoir des arbres peut-il nous rendre plus utiles? C'était notre thème ce soir. Et puis, je vous rappelle ce bon livre, voilà, de DJF Audebert, Quotient d'utilité. C'est chez Guy Trédaniel Édition. Et puis un autre livre, évidemment, un beau livre que je vous présente, Au nom de l'arbre. Voilà, de la fondation de Jacques Rochet, exactement, Rochet, aux éditions Jacques Albin Rochet. Michel. Dans quelques instants, oui. Et donc le petit et le petit stickers des enfants et des arbres. Que tous les enfants évidemment, peuvent se mettre sur le bras. Dans quelques instants, le Loft Musique. Merci à tous, merci Francis. Qui reçoit Jean-Baptiste Guégan. À tout de suite.